coach de vie, psychothérapeute, et avec lui, on parle de comment débarrasser la femme de certains fardeaux en entreprise. Mais en même temps, il y a beaucoup de femmes qui sont chanceuses, hein, des femmes comme moi. Et je voudrais saisir cette perche-là pour remercier les responsables de la RTI. Vous avez la possibilité de me voir avec plusieurs casquettes. La casquette de Tata Naomi quand elle est avec les enfants, et puis la casquette de Naomi Amoussou Alafé, Madame Alafé quand elle est à Matin Bonheur. Mais tout cela, c'est par la volonté des responsables qui nous accompagnent, qui sont obligés souvent de modifier le programme, parce qu'on sait que ça fait beaucoup peut-être pour la femme, et en tout cas, on est bénis. Et je voudrais saluer mes collègues ce matin, tous les hommes qui sont à nos petits soins, qui nous accompagnent. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour toutes les femmes dans certaines entreprises. Malheureusement, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas forcément accompagnées, que ce soit en entreprise comme dans d'autres secteurs d'activité, comme la maison par exemple. Je vais commencer par le dernier cas. À la maison, on emploie des domestiques, des personnels de maison, ça peut être des nounous, ça peut être des bonnes et tout ça, mais ce sont des travailleuses. Supervisées par la femme. Pas supervisées par la femme. Et très souvent, c'est en grande partie, je veux dire à plus de 98%, ce personnel domestique-là, ce sont des femmes qui ont des droits aussi. C'est ça. Mais qu'on ne respecte pas. Elles travaillent au-delà de 8 heures dans nos maisons. Pendant que nous, on revendique nos droits au travail, on refuse de leur accorder le minimum de droits auxquels elles doivent avoir droit, si je peux me répéter ainsi. Elles travaillent, elles sont les premières à se lever, elles sont les dernières à se coucher. Il n'y a pas de jour férié chez elles, un seul jour de repos dans la semaine. Et on trouve que c'est normal et on évolue comme ça. On parle de droit parce qu'on s'est dit que le droit, il n'existe que pour les gens qui travaillent dans le secteur formel, en fait. Mais il faut formaliser ces professions, de sorte qu'une femme reste une femme et une femme ait les mêmes droits qu'une autre femme. On a des fardeaux dont on doit se débarrasser, mais est-ce que les femmes elles-mêmes se mettent dans les conditions pour déposer leurs fardeaux? Vous prenez le cas du personnel de maison. Vous savez, souvent, même quand on veut formaliser les choses, c'est difficile même au niveau de la CNPS, parce qu'il y en a plein qui n'ont même pas de papier pour se faire déclarer. Hein. Oui, mais c'est cela. C'est-à-dire que si l'État met sa main dedans, en imposant certaines règles, en formalisant le secteur, en obligeant par exemple les structures qui les emploient et les déploient à ce que ces structures-là requièrent d'elles certains documents, mais ça va être fait. C'est parce que le secteur n'est pas formalisé que ça continue d'être ainsi, parce que ça bénéficie aux femmes en général. Et moi, je trouve que c'est une grave injustice de la part de la femme. Le premier défi, vous voyez, c'est vrai, hier, il fallait solliciter et obtenir ses droits en entreprise, ses droits dans la société en général, parce que même ouvrir un compte bancaire, c'était quasi impossible pour une femme. Aujourd'hui, ça l'est. Donc, ce ne sont pas des évidences. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été obtenues. Mais le premier défi et le plus important, de mon point de vue, c'est d'abord le défi de la mentalité. Parce qu'il y a le bénéfice du droit, et puis il y a l'usage du droit. Dans l'usage du droit, souvent, il y a la mentalité qui intervient. Et il y a beaucoup de femmes qui, au lieu d'user de leurs droits, au lieu de, si vous voulez, d'utiliser ces droits-là à bon escient, passent plus de temps à se comparer aux hommes plutôt qu'à exercer leurs droits. Et ça fait que très souvent, il y a un mauvais usage du droit, justement. Dans l'exercice, par exemple, du management, quand on voit les femmes, certaines femmes à certains niveaux de responsabilité, on remarque qu'elles ont plus tendance à prouver aux hommes qu'elles peuvent plutôt qu'à rester elles-mêmes. Est-ce que ce n'est pas la conséquence liée justement au fait qu'elles aient été blâmées, brimées pendant un certain temps? Oui, ça c'est clair qu'elles ont été blâmées, brimées pendant un certain temps, mais ça c'est le passé. Les acquis ont été faits. Aujourd'hui, on a aujourd'hui. Donc il faut faire corps avec l'existant et puis se déployer autrement. Vous voyez, une femme, elle est différente de l'homme. C'est vrai, on est égaux en droit. Différente de l'homme, mais qui peut faire aussi les métiers d'homme. Bravo à cette femme qui exerce la maçonnerie. Regardez l'image et elle le fait super bien. Oui, il y a l'égalité en droit, ça c'est clair. Mais l'égalité en besoin, l'égalité en responsabilité sociale, on n'a pas les mêmes besoins et les mêmes responsabilités sociales, non. Il faut en tenir compte dans l'usage du droit. Parce que l'ignorer, c'est exposer sa santé aussi. Vous voyez, il y a le défi des performances en entreprise. Comment travailler pour une femme, comment travailler dans un environnement hautement concurrentiel, tout en maintenant son statut de femme et ses rôles sociaux de femme. Une mère au travail, qui est chef d'entreprise,
qui travaille par exemple comme un homme, qui peut rester au bureau jusqu'à 22 heures, à quel moment elle va éduquer ses enfants? À quel moment est-ce qu'elle va s'occuper de sa maison? Ce sont des choses dont il faut tenir compte. Et ça, personne ne va venir dire à la femme, voici ce que tu dois faire. C'est à elle de prendre ce pouvoir dans sa tête. Le premier défi, donc, comme je le disais, c'est d'abord le défi de mentalité. Vaincre ses propres liens, se montrer à soi-même que être une femme, ce n'est pas devenir comme un homme. Être une femme, c'est rester femme. Rester femme, c'est-à-dire qu'on a des spécificités, on a des avantages, on a des choses que Dieu nous a données qu'il faut qu'on arrive à mettre en valeur. Et ces choses-là, il faut qu'on les mette en valeur plutôt que de chercher à se comparer vainement à un homme. On ne connaît pas. Donc, quand on passe du fardeau de la pensée, on arrive à quel autre fardeau? En dehors de cet aspect-là, il y a des entreprises qui ont du mal à accompagner les gens, alors que c'est tellement simple, vous voyez. Quand je parlais des défis de la performance, pour qu'une femme soit performante sur son lieu de travail, il faut qu'elle soit débarrassée de certaines contraintes ou bien contingences familiales. Une femme qui vient de faire un enfant, vous voyez, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, encourage les femmes à allaiter jusqu'à 6 mois. Malheureusement, le congé de maternité, il ne dure que 3 mois. 3 mois. Donc, il y a un problème. Et quand on dit ça, ce n'est pas seulement du point de vue du droit, c'est parce que ça bénéficie à l'enfant et à la société elle-même. Vous voyez, dans le lait maternel, il y a une hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, qui fait que l'enfant s'attache naturellement à la mère. Donc, un enfant qui n'est pas allaité au sein, non seulement, bon, point de vue c'est pour ça qu'on extrait le lait, Seigneur, mon Dieu. On peut le faire, mais calvaire. On peut le faire, c'est vrai, mais le fait que l'enfant soit en train de téter, ça crée le lien et ça facilite beaucoup de choses. Avec la mère, effectivement. Voilà. Et donc, vous voyez que ça, par exemple, c'est un point qui est largement occulté. Les entreprises qui emploient des personnels au-delà du nombre, du chiffre de 50, il y a des entreprises qui emploient... Comme nous, là, nous, on est autour de 1000, hein. RTI, un groupe. Hein. Donc, pourquoi qu'est-ce qui empêche la RTI d'avoir une petite crèche, par exemple, au sein de la structure ici, pour que toutes les femmes qui accouchent peuvent envoyer leurs enfants à cette crèche-là? On peut leur accorder des temps d'allaitement, elle quitte son bureau, elle va allaiter, elle revient au bureau, elle est performante au travail. On n'a pas besoin d'être assise au bureau et puis d'avoir l'esprit à la maison. Quand c'est comme ça empêche la performance, par exemple. Qu'est-ce qui empêche les mairies d'avoir des crèches des crèches municipales? Qu'est-ce qui empêche l'État de favoriser la création? Ce n'est pas le financement aussi après? Le financement d'une crèche, c'est quoi? Une crèche, c'est juste une salle avec du personnel. Mais un personnel qu'il faut payer. L'État forme déjà à l'Institut national de formation sociale des travailleurs sociaux qui sont formés pour ça. L'État recrute et l'État emploie. Parce que là où il y a le besoin, il faut qu'on remplisse, on fasse droit à ces besoins-là. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux voir la possibilité plutôt que les obstacles. Et ici, rien, absolument, je dis rien. Même une salle, il y a des bureaux qui sont abandonnés dans certaines structures qu'on utilise à peine. Ces bureaux-là, il suffit juste de les aménager en y mettant des choses pour occuper les enfants, surtout les enfants à un âge de crèche, qui n'ont pas besoin de grand-chose. Ils n'ont pas besoin de grand-chose. S'il y a un berceau, s'il y a un tapis éducatif, là, c'est terminé. Voilà, maintenant quand ils seront en âge, par exemple, d'aller à la maternelle, là, les parents vont prendre leurs responsabilités. Tranquillement. Voilà, la mère, elle vient au travail avec son enfant. Ça existe à la CNRAO. Ça veut dire que c'est possible dans la plupart des entreprises, dans la plupart des grandes structures comme les ministères, dans ces pays-là, c'est possible. Mais on ne le fait pas. Et on ne le revendique pas non plus. Et on s'est dit, bon, ben, on se plaint que les nounous... Donc c'est à nous les femmes peut-être le demander c'est un combat, à nos responsables dans nos différentes entreprises. Hein. C'est un combat de la société, parce que ça ne bénéficie pas qu'aux femmes. Même les hommes en bénéficient. Ah, dans crèche, là? Oui, mais bien sûr, bien sûr. Si ma femme est libérée à certains niveaux, qu'elle peut être libérée, revenir le soir, elle peut être une bonne épouse pour moi. Donc toute la société a intérêt. C'est quel modèle d'intérêt, ça? Donc, vous savez, la vie, elle est imbriquée. Je veux dire. Oh, j'aime beaucoup vous chahuter, pardon. Donc, vous étiez en train de dire la vie est imbriquée? Oui, la vie est composée de plusieurs sous-compartiments qui sont imbriqués les uns dans les autres. Donc, quand la femme, par exemple, a un niveau émotionnel qui est bien équilibré, ça va influencer nécessairement ses autres rôles sociaux. Elle va devenir une très bonne épouse, une bonne éducatrice, elle va devenir une bonne travailleuse parce qu'elle est débarrassée de certains tracas. Quand, par exemple, mon enfant est dans un commissariat, je ne suis pas très sûr qu'il serait performant au travail.
Donc, il faut débarrasser les gens. C'est un combat de femmes, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement un combat de femmes. C'est un combat de toute la société. Toute la société Voilà. est concernée. Il faut c'est qu'on pour cela comprenne. même que c'est difficile pour les femmes parce que une nounou, on ne sait jamais ce qu'elle va vous faire. On ne sait jamais ce qu'il va faire à l'enfant. Ouais. Franchement, on laisse nos vies, on laisse nos trésors entre les mains de personnes qu'on ne connaît pas vraiment. Et avoir une crèche où on a des professionnels formés par l'État, c'est beaucoup plus rassurant, moi je vous dis, pour les femmes. Parce que certains essaient de mettre des caméras pour voir un peu ce qui se passe à la maison, mais ce n'est pas toujours évident de pouvoir surveiller 24 heures sur 24. Est-ce que ce n'est pas aussi le moment de proposer aux femmes une année sabbatique? Ah oui, voici une possibilité qui existe également. Je disais tout à l'heure que l'OMS proposait que l'enfant soit allaité pendant 6 mois. Pourquoi ne pas proposer à la femme qui le désire une année sabbatique qui serait financée par exemple par les institutions comme la CNPS et tout ça? Le mot de financement, les experts vont y réfléchir. Moi, c'est l'idée que je donne. Ici, par exemple, on peut avoir une année sabbatique comme ça se déroule dans certains pays de l'Europe du Nord. Ça existe déjà dans le monde, ça veut dire que ce n'est pas impossible. Donner une année sabbatique à la femme pour qu'elle ait le temps véritablement de mettre les bases d'une bonne éducation de l'enfant. Sachez, madame, que la vie d'un être humain se déroule entre 0 et 6 ans. Tous nos apprentissages, ça se fait entre 0 et 6 ans. Et il faut en tenir compte. Les choses les plus importantes, c'est entre 0 et 6 ans. Quand on a raté cette période-là, il est difficile de rattraper les choses beaucoup plus tard. Donc, et comme c'est naturellement, c'est la femme qui est plus encline à assurer une bonne éducation à l'homme, à l'homme en général. Donc, il faut qu'on lui autorise cette faculté-là de pouvoir être présente dans la vie de son enfant. Parce que si ces rôles-là, on laisse l'homme le jouer, il va mal le jouer parce qu'il n'a pas ce qu'il faut pour le jouer. Moi, je n'ai pas de sein, je ne peux pas être là pour allaiter. Je peux être présent, c'est vrai, mais même quand je suis présent, le lien que je vais développer avec mon enfant, c'est un lien social. Alors que la mère, elle développe d'abord un lien biologique avant de développer un lien social. Ça fait toute une différence. C'est pour ça que je disais qu'on est égaux en droit, c'est vrai. Mais on n'est pas égaux en capacité. On n'est pas égaux, on a des capacités, on a les mêmes capacités, mais chacun dans son registre. Vous voyez, l'estomac de la femme est beaucoup plus petit que l'homme. Donc, un homme, il mange beaucoup plus qu'une femme. Ça, c'est naturel. Ça veut dire qu'on a tous la faculté de manger, mais on ne va pas manger les mêmes quantités de nourriture. La femme, elle a 20% de globules rouges en moins qu'un homme. Ça fait une grosse différence dans la fourniture de l'énergie physique. La femme, elle a certains organes comme les reins, le foie, qui sont de taille beaucoup plus réduite. Ça fait des conséquences énormes. Donc, il ne faut surtout pas se comparer les uns aux autres. Il faut rester dans son registre. Merci de parler donc à ces hommes qui trouvent qu'on en fait trop pour les femmes. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris ils n'ont rien compris à la vie sociale parce qu'ils se limitent en fait à ce qu'ils voient. Ils ne vont pas à ce qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas que moi, physiquement, je ne ressemble pas à une femme parce qu'il se déroule tout un jeu d'hormones à l'intérieur de moi. Il y a des hormones qui font que ma voix est plus rauque, est plus rugueuse que la voix d'une femme, que la peau d'une femme est plus douce que la mienne. Il y a des hormones qui vont faire que... Il y a d'autres qui nous rejoignent maintenant dans les pommades là-haut. Mais vous voyez qu'il y a des conséquences dont ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'en détruisant leur système dermique, ils sont à la fois en train de détruire non seulement la santé au niveau de la peau, mais également ils sont en train de fragiliser leurs reins. En fait, bon, que ce soit madame ou monsieur, je fais cette petite parenthèse, c'est vrai qu'il faut hydrater la peau chaque jour, mais il y a des hommes quand même qui abusent et c'en est gênant. Mais même les femmes qui utilisent des produits éclaircissants, elles sont elles-mêmes aussi en train de se détruire parce qu'arrive à chaque fois ce problème de complexe et de comparaison. En dehors du complexe, ça encore, je dis, c'est gérable. Mais il y a la santé physique. Tous les produits qui décapent, agissent directement sur le sang, à travers les vaisseaux capillaires. Effectivement. Donc, ça peut permettre le développement. Si jamais ces personnes-là passent sur la table de l'opération pour une intervention chirurgicale, et là, on a des complications. Donc, les gens qui se décapent, ils sont exposés à un diabète, une hypertension artérielle, à des problèmes rénaux. Ça, c'est un autre sujet. Terminons donc par la conclusion de notre thème, comment débarrasser la femme de certains fardeaux en entreprise. Conclusion. Il faut nécessairement que la femme s'octroie des droits et que la société elle également comprenne que la femme doit avoir des droits spécifiques. Il faut qu'on le comprenne. Moi, je mets l'accent, avant de terminer, sur le fait que nous-mêmes, souvent, en tant qu'humains,
on est nos premiers sorciers, en fait. Vous voyez, les femmes qui emploient d'autres femmes à la maison, qui ne leur accordent aucun droit, alors qu'elles-mêmes, elles usent de ces droits-là, elles les revendiquent à corps et à cri. Elles sont couchées à côté de leur mari, elles bénéficient de toute l'attention, mais elles oublient que la domestique qui est à la maison, c'est une personne qui a également besoin de se marier, de faire ses enfants, et que ce n'est pas dans leur maison. On ne lui donne qu'un seul jour de repos dans le mois, c'est pas normal. Ah non, ça dépend des maisons. Je sais que peut-être que vous parlez de certaines choses que vous avez vues. Il y en a qui descendent chaque semaine, il y en a qui descendent chaque 2 semaines, en fait, qui ont droit à leur week-end, et c'est mentionné dans leur contrat. Donc ça dépend. Ça dépend. Contrats signés aussi. Je suis totalement d'accord, mais est-ce que vous, dans votre travail, est-ce que vous descendez une seule fois par semaine? On descend Non, pas une on a seule le fois par week-end. semaine. Oui, mais je veux dire que c'est à quoi on a droit dans nos différentes entreprises. Il faut qu'on comprenne qu'un travail à la maison, c'est un travail comme les autres, qui doit être organisé et qu'on ne doit pas, si vous voulez, utiliser comme si c'était quelque chose qui était une faveur ou bien un service. C'est une faveur parce qu'il y en a plein, par exemple, qui ne veulent pas rentrer. Elles ne veulent pas rentrer. Est-ce que vous parlez avec les responsables d'agence? Moi, je pense que c'est un thème qui peut se poursuivre. On en voit de toutes les couleurs aussi. Hein. Pas qu'on veut se jouer les défenseurs du diable ou l'avocat du diable, mais à un moment donné, il faut voir des deux côtés quel est le contrat qui lie ces deux personnes déjà dès le départ. Il y en a qui ne veulent pas. Sinon, nous, on connaît plusieurs employés qui descendent, qui viennent juste le matin, aux alentours de 7h30, 8h, qui repartent. Vous voyez, bah maintenant, peut-être nous, c'est le mauvais exemple, un matin, bonne heure, parce que tout le monde vient au travail à 5 heures. Voici mes cadreurs que j'embrasse fortement sur ce plateau, qui arrivent à 5 heures, qui vont rester au travail. Quand je dis cadreurs, il y a des cadreuses aussi, et il y en a qui sont enceintes, qui sont là le matin à 5 heures et qui vont descendre, s'il vous plaît, à 23 heures après le dernier journal. Attendez, hein, donc je veux dire, dans toutes les entreprises, on a nos difficultés. Et on a un contrat qui nous lie avec l'employeur. À un moment donné, si ça ne vous arrange pas, vous partez, chacun revendique ses droits. Ça dépend du contrat. Mais si on veut aller sur cette base, si ça ne vous arrange pas, vous partez, ça ne va arranger personne. Ah mais c'est ça. Bon, papa, il est 7h30. Le débat va continuer chez nous et sûrement un autre jour. Chacun a ses difficultés, mais partout. Oui. Peut-être que vous nous voyez en talon, mais souvent on endure des choses. Hein. C'est vrai que quand on fait la comparaison avec d'autres, on se dit, mon cas est mieux. Mais sinon, il y a le feu partout.